Le 22 mai 2026, SpaceX a fait voler pour la première fois la version 3 du Starship. Et à la fin de ce vol, une seule phrase d'Elon Musk sur X a été plus importante pour tout le programme que tout le reste ce jour-là. Pas une seule tuile du bouclier thermique n'a brûlé de part en part. Ceux qui ont suivi Starship au cours des 2 dernières années savent pourquoi c'est peut-être la plus grande étape de tout le programme. Le propulseur a été perdu, il s'est écrasé violemment sur l'eau et a explosé. Sur l'étage supérieur, un moteur est tombé en panne. Et pourtant, ou peut-être justement pour cette raison, ce vol a été un triomphe. Et aujourd'hui, nous allons l'analyser étape par étape, avec tous les détails visibles pendant le direct. Ceci est l'analyse du vol 12. Je m'appelle Sirwan et voici Mars Chroniken, Mars Chrome. Quelques remarques préliminaires. Premièrement, la véritable tentative de lancement jeudi a été annulée à T-moins 40 secondes en raison d'un problème de goupille hydraulique. Vendredi, tout semblait prêt. Deuxièmement, plus le vol avançait, plus la télémétrie devenait asynchrone par rapport aux images réelles. J'utilise en permanence les indications temporelles visibles pendant le direct sans les resynchroniser. Deuxièmement, il y avait déjà beaucoup à découvrir avant même le lancement. À T-moins 27 minutes et 24 secondes, on peut voir sur les côtés du bouclier thermique que des tuiles blanches remplacent certaines des noires, et cela des deux côtés du vaisseau. Une seule tuile était volontairement absente. SpaceX voulait voir ce qui se passe lorsqu'une tuile manque, ce qui arrive à l'endroit lui-même et ce qui arrive aux tuiles autour. À T-moins 18 minutes et 20 secondes, nous voyons les simulateurs Starlink V3 modifiés. Ce sont en fait des satellites V3 mini agrandis, équipés de caméras et de capteurs afin d'inspecter plus tard le bouclier thermique de l'extérieur. SpaceX les appelle en interne Dodger Dogs, d'après les célèbres hot dogs du Dodger Stadium à Los Angeles. 2 d'entre eux étaient à bord. Les 20 autres charges utiles factices étaient de simples simulateurs. À T-moins 17 minutes et 11 secondes, SpaceX annonce officiellement la couche de relais lunaire. Une constellation de Starlings lunaires en orbite lunaire pour une connexion continue et étendue à la surface de la Lune. Cette constellation utilise des liaisons laser plutôt que des fréquences radio comme avant. Et à T-moins 4 minutes et 14 secondes, il y a eu une véritable surprise. SpaceX annonce que Chun Wang, l'investisseur en crypto-monnaie qui a financé et dirigé la mission Fram 2, sera le premier membre d'équipage d'une future mission de survol de Mars. D'une durée totale de 2 ans. Avant cela, il participera à un premier survol de la Lune, probablement dans le cadre du programme Polaris de Jared Isaacman. Le fait qu'une telle chose soit déjà annoncée est remarquable. Je vous laisse juger si cela a un lien avec l'introduction en bourse imminente. Écrivez-le dans les commentaires. Le compte à rebours était lancé. À T-moins 17 secondes, le système de déluge s'est activé. Le système de déluge s'est activé. À T-moins 3 secondes, les moteurs ont démarré. Et regardez ces ondes de choc qui se propagent dans les 2 directions du déflecteur de flamme. Ignition. Nous l'avons vécu. Êtes-vous en aval de la trajectoire ? Époustouflant. Un petit détail technique à ce sujet. Le Raptor 3 allume désormais ses turbopompes avec de l'oxygène gazeux et du méthane gazeux, et non plus avec de l'hélium et de l'azote comme auparavant. La fusée a quitté la rampe encore plus rapidement que ce que nous avions vu jusqu'à présent. Grâce à la nouvelle architecture, aux économies de masse, rien que pour le Raptor 3, environ 1 tonne de moins par moteur et au moteur plus puissant. L'ascension s'est déroulée presque sans problème. Et ainsi, le premier objectif de la mission était déjà atteint. La plateforme a été quittée avec succès, sans être détruite. Je l'avoue, pendant le stream, j'ai un peu perdu mon sang-froid parce que j'étais tellement enthousiaste. Si on écoute attentivement dans les secondes qui suivent le décollage, on entend un son métallique. C'est le son des moteurs Raptor qui se répercute. À T plus 36 secondes, on peut voir à l'extrême droite de l'image l'une des tuiles blanches mentionnées.
À T plus 1 minute 42 secondes, l'un des 33 moteurs du booster est tombé en panne. Grâce à la capacité à tolérer la panne d'un moteur, cela ne pose en principe pas de problème. À ce stade, ce n'est vraiment pas un problème. Mais comme nous allons le voir tout de suite, cela a finalement eu un impact. Malgré la panne du moteur, le hot staging, c'est-à-dire la séparation des étages, a eu lieu comme prévu à T plus 2 minutes 23 secondes. Les 3 moteurs centraux plus 2 moteurs supplémentaires du cercle intermédiaire ont continué à fonctionner, tandis que les 27 autres ont été arrêtés séquentiellement. Contrairement à la V2, la V3 ne largue plus d'anneaux interétages. Les 6 moteurs Raptor de l'étage supérieur se sont allumés, propulsant le vaisseau vers l'orbite alors qu'il restait attaché au premier étage. La séparation a eu lieu à T plus 2 minutes 32 secondes. En bas à gauche de l'image, on voit les moteurs du booster soudain se mettre à dysfonctionner. Dans la version synchronisée au ralenti, on voit comment les moteurs de l'anneau central commencent à monter en puissance comme prévu. Puis, certains tombent en panne. Certains moteurs de l'anneau extérieur s'allument et là aussi, certains tombent en panne. Et à T plus 2 minutes 39 secondes, un événement énergétique se produit. Une explosion lors de laquelle plusieurs moteurs tombent en panne en même temps. Des analystes de la communauté ont maintenant localisé cela assez précisément. Il est probable qu'un seul moteur central, E5 ou E6, ait subi une défaillance énergétique et ait entraîné environ 16 de ses voisins avec lui. C'est l'inconvénient lorsqu'on n'a pas de bouclier de protection entre les moteurs. Un moteur qui explose peut entraîner la moitié de l'installation dans l'abîme. La panne fait qu'à T plus 2 minutes 41, une étrange configuration où seuls 5 moteurs s'allument, au lieu des 13 prévus. Mais même ces 5-là tombent en panne à plus 2 minutes 49 et le propulseur retombe de façon incontrôlée. Pourquoi SpaceX utilise cette technique de hot staging et quels problèmes cela engendre, j'ai traité tout cela en détail dans une vidéo dédiée. Vous trouverez bien sûr le lien ci-dessous. Avant de suivre le vaisseau, qui devient maintenant la véritable star de ce vol, un petit mot pour vous. Si vous aimez cette analyse seconde par seconde, appuyez sur Hype. Si vous avez cette option en ce moment, et un like, un abonnement ou un commentaire aide énormément la chaîne. Surtout pour une vidéo si récente. Merci, on continue. Pendant que le propulseur effectue sa manœuvre, on peut voir les flammes des moteurs de l'étage supérieur de son côté. Dans la communauté, certains pensent que la rotation s'est faite dans la mauvaise direction, mais nous ne pouvons pas vraiment le vérifier à ce stade. Le vaisseau a continué à faire fonctionner ses moteurs entre-temps, jusqu'à ce qu'à T plus 3 minutes et 3 secondes, l'un des 3 Raptors optimisés pour le vide tombe en panne. À T plus 3 minutes et 9 secondes, on peut également voir une petite explosion ici. Mais cela n'a pas perturbé le vaisseau. La transmission est repassée à la vue partagée, et le propulseur s'est stabilisé, malgré l'absence de propulsion propre. Le plan prévoyait déjà un amérissage en douceur dans le golfe du Mexique, sans capture par la tour. Au lieu d'un amérissage en douceur, il allait maintenant subir un amérissage brutal. Mais environ 5 minutes après le décollage, le propulseur entre en contact avec les couches plus denses de l'atmosphère. Cela se voit aux vibrations des tuyères des moteurs. Impressionnant de voir comment le centre de gravité bas du propulseur et les ailerons en grille, à eux seuls, suffisent à le faire revenir correctement orienté. Après 6 minutes et 10 secondes, le propulseur a tenté à nouveau d'allumer ses moteurs. Cela n'a pas fonctionné. Il y a eu à nouveau une explosion dans le compartiment moteur. Et à environ 6 minutes 21, le propulseur s'est écrasé dans l'eau à plus de 1450 km/h. La télémétrie a montré quelques secondes plus tard qu'un des moteurs fonctionnait encore. Selon SpaceX, certains moteurs se sont allumés, mais sans succès. Nous n'aurons probablement des détails plus précis que juste avant le prochain vol. La mission principale du propulseur était ainsi accomplie. La mission secondaire, non. Ici, SpaceX devra apporter des améliorations. Le vaisseau a continué à tirer malgré le givre entre-temps. À T plus 7 minutes 35, nous avons eu cette vue sur le compartiment moteur. Tous les moteurs fonctionnels sont givrés. Seul ce Raptor, optimisé pour le vide, à droite sur l'image, ne l'est pas. De plus, l'intérieur de la jupe et l'extérieur des Raptors optimisés pour le vide du côté des moteurs optimisés pour le niveau de la mer brillaient intensément. Je ne suis pas sûr que cet aspect soit intentionnel. Les autres moteurs fonctionnaient toujours. L'extinction des moteurs était en fait prévue à T, plus 8 minutes et 11 secondes.
En raison des moteurs défaillants, l'étage supérieur a fonctionné plus longtemps, jusqu'à T plus 9 minutes et 12 secondes. D'abord, les 2 Raptors optimisés pour le vide se sont arrêtés. 5 secondes après, les 3 autres se sont arrêtés. On le voit bien à T plus 9 minutes 24. Un détail intéressant ici. Sur le vaisseau, on peut voir une tuile blanche qui a déjà été endommagée. À partir d'ici commence la phase de vol balistique. Les tuiles de test à l'arrière du volet à T plus 9 minutes 48 étaient dans un état presque parfait. Durant cette phase de vol libre, les moteurs de contrôle d'attitude tiraient régulièrement pour orienter le vaisseau en vue de la libération de la charge utile. À T plus 14 minutes 52, on peut voir la Terre en arrière-plan avec une formation nuageuse illuminée de façon spectaculaire par le coucher du soleil. Nous avons clairement la plus belle planète qui soit. À la marque des 16 minutes, Starship est passé du côté nuit de la Terre. À T, plus 17 minutes 41, le premier aperçu de la baie de chargement, exactement au moment où l'écoutille Starlink s'ouvre. À ce moment-là, le vaisseau se trouvait à une altitude de 185 km et continuait de monter. À T, plus 17 minutes 52, nous voyons le vaisseau de l'extérieur grâce à l'une des caméras des surfaces de contrôle. On dirait presque que quelqu'un est chez lui là-bas. Juste sous ce dôme, dans la section de la cargaison, se trouve d'ailleurs le réservoir de méthane. Le premier mouvement a eu lieu à T, plus 19 minutes et 16 secondes. Ensuite, les moteurs plus puissants du distributeur PSZ, le mécanisme d'éjection, sont entrés en action et ont éjecté le premier simulateur à T, plus 19 minutes et 40 secondes. 19 autres satellites factices ont suivi. Tous ont été déployés parfaitement, bien plus vite que lors des vols précédents. Puis, les 2 simulateurs équipés de caméras sont arrivés. On nous avait dit que nous ne recevrions les images qu'après coup, mais SpaceX a montré les séquences des Dodger Dogs s'envolant déjà à T plus 37 minutes et 32 secondes. On voit le satellite être poussé hors de la soute de charge utile. Et puis, pour la première fois, quelque chose que nous n'avions jamais vu auparavant, le Starship vu de l'extérieur. Dans l'espace. En fonctionnement opérationnel, c'est exactement ce qui est utilisé. Inspecter le bouclier thermique de l'extérieur avant de décider si l'on tente une tentative de capture. À T, plus 37 minutes 44 grâce au Dodger Dog, nous voyons également de près les ports d'amarrage pour le ravitaillement orbital. 4 connexions passives du côté opposé au bouclier thermique. Les projecteurs des satellites ont été éteints pour montrer le vaisseau dans l'obscurité, et on voit alors la trappe commencer à se refermer lentement. Après environ 23,5 minutes, le Starship a atteint son apogée à 195 km, le point le plus élevé de sa trajectoire, et a commencé à retomber. Après l'éjection du dernier satellite, ces images épiques ont été prises, où le soleil éclaire directement la soute de charge utile. La trappe s'est refermée après environ 29 minutes. En raison de la panne du moteur de l'étage supérieur, la démonstration de rallumage du Raptor a été annulée. Il ne voulait pas risquer le vaisseau avant d'avoir réussi la rentrée. Une nouvelle phase de vol en roue libre suivit, durant laquelle surface de contrôle et propulseur d'attitude orientèrent le vaisseau pour la rentrée. Dès la 40e minute, on aperçoit les lumières des villes au-dessus de l'Afrique australe. Après 42 minutes, le Starship se trouvait encore à plus de 26 650 km/h à une altitude de 116 km. Cette vitesse élevée a lentement provoqué la formation de plasma, malgré l'atmosphère extrêmement ténue. Cette lueur rougeâtre rosée, c'est exactement cela. Au fil des minutes suivantes, le plasma est devenu de plus en plus dense et a pris des couleurs fascinantes. Normalement, pendant une rentrée atmosphérique, aucun contact radio n'est possible, car aucun signal ne passe. Mais au-dessus du Starship, il n'y a pas de plasma. Et grâce aux antennes Starlink à bord, nous avons reçu des images haute résolution ininterrompues pendant toute la durée de la rentrée atmosphérique. Après 47 minutes, le plasma était déjà nettement plus dense. À T, plus 56 minutes 45, on voit le crochet radio sur le vaisseau commencer à briller. Mais les tuiles tiennent bon. À la marque des 57 minutes, le vaisseau a atteint le pic d'échauffement. La chaleur maximale atteinte, le plasma s'est dissipé à un peu moins de 60 minutes et le bouclier thermique a commencé à refroidir. Mais la plus grande contrainte aérodynamique était encore à venir, précisément 1 heure après le lancement, à environ 43 km d'altitude. Les étincelles visibles sont des fragments du bouclier thermique qui se détachent et brûlent.
Nous avons également eu un affichage de la force G, et le vaisseau n'a atteint ce pic que très brièvement à T, plus 1 heure, 3 minutes et 45 secondes. Où un G est resté en dessous de 2G le reste du temps. C'était plus doux que la plupart des montagnes russes. Pendant cette phase de rentrée atmosphérique, Max Q, les volets de contrôle ont été testés pour leur résistance. Ils ont résisté à l'épreuve à T, plus 1 heure, 1 minute et 1 seconde. À T plus 1 heure 02 minutes 25 secondes, la manœuvre de retour vers le site de lancement, abrégée RTL ou RTLS, a débuté. Le vaisseau montre ainsi qu'il peut virer grâce au volet de contrôle. En fonctionnement opérationnel, il décolle de la tour, fait le tour de la Terre et revient du mauvais côté. Il doit donc effectuer un virage pour arriver du bon côté entre les bras de capture. On voit très bien cette courbe en J en accéléré, comment les volets bougent et comment le vaisseau réagit directement. Après 1 heure et 4 minutes, Starship se déplaçait à nouveau à une vitesse subsonique. Et il a commencé la séquence finale d'atterrissage. Le belly flop, il est tombé comme un parachutiste, directement sur la cible. Après 1 heure et 5 minutes, la dernière rotation a commencé pour s'aligner correctement sur la tour de capture simulée. Normalement, la remise à la verticale commence avec 3 moteurs. Mais à cause des problèmes de moteur, SpaceX a tenté une manœuvre avec seulement 2. À T plus 1 heure, 6 minutes et 7 secondes, la mise à feu d'atterrissage a commencé. Le vaisseau s'est redressé et nous avons eu cette perspective incroyable depuis un drone qui attendait au milieu de l'océan Indien. L'un des 2 moteurs a été coupé et, pour les derniers mètres, le vaisseau s'est approché de la surface de l'eau avec un seul moteur. Ensuite, cette perspective depuis une bouée présente sur zone. SpaceX est revenu à la caméra du drone. Le vaisseau est resté brièvement debout, puis il a basculé lentement et a heurté la surface de l'eau. Il y a eu une grande explosion, comme prévu. Vu du drone, le bouclier thermique était parfaitement visible avant l'explosion du vaisseau. Secoué, oui, mais sans dommages majeurs. Elon Musk a confirmé plus tard sur X qu'aucune tuile n'avait brûlé de part en part. Et c'est précisément l'une des plus grandes étapes de tout le programme Starship jusqu'à présent. Les employés de SpaceX étaient complètement fous de joie. Et nous aussi, pendant le live, on était surexcités. Oh là là, un utilisateur de X a placé côte à côte les boucliers thermiques des vols 10, 11 et 12 et on voit clairement que ça s'améliore à chaque vol. La nouvelle conception du pas de tir 2 a également fait ses preuves. L'ensemble de l'installation a survécu en grande partie sans dommages. Les inspections des prochains jours en révéleront davantage. Seul le lettrage Gateway to Mars n'a pas survécu. Pour être honnête, ce n'est pas si grave, car les lettres n'étaient de toute façon pas montées de manière uniforme. Cette mission réussie signifie que nous pouvons nous attendre au prochain vol assez vite. Il faut apporter quelques améliorations, surtout pour le retour du booster, mais rien de majeur. Juste des petits détails. Je prévois le prochain vol dans 6 à 8 semaines. Écrivez dans les commentaires quand vous pensez que la prochaine mission aura lieu. Je m'appelle Sirwan et c'était Mars Chroniken. Merci d'avoir regardé. Per Aspera ad Astra. Merci beaucoup.